Nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL que vient de quitter Laurent Berger. Je suis resté avec Yves Tréhard du Figaro et Éric Revel d'LCI pour le débrief de l'émission. On a coutume de présenter la CFDT comme le partenaire privilégié du gouvernement pour les réformes depuis 2012. Ce soir, on peut dire que Laurent Berger s'est employé à marquer sa différence sur un certain nombre de sujets. Oui, il y a certains sujets sur lesquels il est en désaccord avec le président de la République et Manuel Valls. On sent que quand même, il entend montrer que c'est pas le toutou. C'est pas un béni oui-oui. C'est pas un béni oui-oui, contrairement à ce que voudrait faire croire d'ailleurs la CGT. En même temps, il y a un fil conducteur à la CFDT. On en parlait avec Yves tout à l'heure. Bon, depuis Nicole Notat, François Chérèque, on voit bien que le syndicalisme réformisme en France, c'est comme un funambule, quoi. Il évite de tomber à gauche, à droite, et il regarde devant. Il était d'ailleurs assez fier de nous dire un partout la balle au centre sur la question des retraites. Réforme Fillon en 2003, réforme Touraine en 2013. Et dans cet exercice d'équilibriste, je trouve que Laurent Berger est absolument parfait. Alors, exercice d'équilibriste et prise de distance parfois avec le gouvernement sur la loi Macron notamment. Il n'apprécie pas du tout que par le biais du 49.3, le gouvernement ait rajouté 2 mesures sans discussion au Parlement, sans discussion avec les partenaires sociaux. Et donc, petit tacle ce soir contre Emmanuel Macron. Je suis en colère contre ces 2 dispositions parce qu'elles sont arrivées au dernier moment, qu'elles ne font pas sens au regard de ce qui est d'autres dispositions dans cette loi, notamment concernant les prud'hommes, où il a été tenté de développer la conciliation, de développer le fait que les dossiers soient en bon état au moment où ils se présentent devant la conciliation. Et donc, ça ne fait pas sens. Ça fait pas sens, on rappelle les 2 dispositions, le plafonnement des indemnités chômage, le travail le dimanche dans les toutes petites entreprises sans qu'il y ait besoin de concertation avec les salariés. Il est en colère, il est dans son rôle en l'occurrence. Oui, il est dans son rôle parce que, comme disait Eric tout à l'heure, la CFDT, c'est ce qui incarne le plus le dialogue social. C'est le dialogue, et donc il est sûr de son point de vue, de son point de vue c'est assez normal qu'il réagisse comme ça. D'une certaine façon, la loi Macron et la façon dont ces 2 dispositions à la fin ont été introduites, c'est la négation du dialogue social, justement. Sauf qu'il nous a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, justement, d'autre que de dénoncer, puisque la loi est votée. Mais passez-moi l'expression, puisqu'il est pour le dialogue social et qu'il incarne la réforme, je pense que Laurent Berger, il a dû se sentir un peu cocufié avec ces 2 amendements. Mais en réalité, moi, je trouve qu'il y a une grande incohérence de la part de Laurent Berger à être totalement contre, même si son exemple était patent de cette femme licenciée à 57 ans. Mais on ne peut pas être pour, me semble-t-il, l'emploi soutenu par les PME et ne pas leur laisser la possibilité d'avoir une visibilité et de provisionner ce que leur coûterait au maximum le licenciement d'un collaborateur dans le cadre d'une réforme prud'homale. Mais je pense qu'il a été un peu cocufié avec ces 2 amendements qui sont arrivés sans qu'on en discute à l'Assemblée. Alors, autre sujet qui concerne la téléphonie mobile et l'annonce du jour, puisque SFR, Patrick Drahi, a fait une offre sur Bouygues Télécom, une offre de 10 milliards d'euros, peut-être plus. Évidemment, on était curieux de savoir comment Laurent Berger accueillait cette nouvelle et il est très inquiet. Ah oui, je le crains énormément. C'est plus d'endettement, moins d'emploi. Parce qu'il faut rappeler que SFR vient d'être acheté par Numéricable. Et que déjà il y a un endettement fort et aujourd'hui il y a un coût qui est extrêmement interrogeant. Donc oui, moi je crains avec nos équipes de SFR et de Bouygues d'ailleurs, je crains une catastrophe sociale. Et d'ailleurs j'arrive pas à comprendre ce qui se passe finalement, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de stratégie industrielle derrière tout ça. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il est d'accord avec Emmanuel Macron, qui lui aussi dit qu'il n'y a pas de cohérence à tout ça. Oui, et il avait bien préparé son sujet là, parce qu'il est sorti avec une formule plus d'endettement, moins d'emploi. Alors, il faut peut-être expliquer, c'est que M. Drahi, pour faire cette opération, est déjà endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Donc, ça ferait 40 milliards, c'est-à-dire un risque énorme, même de casse sociale, si jamais tout ça tombe. On se souvient, il y a des exemples par le passé. Et moins d'emplois, parce qu'il y a énormément de métiers en commun entre Bouygues Télécom et SFR. Et il a raison, là il est dans son rôle en disant c'est vrai que quand on regarde un petit peu les stratégies de Drahi, c'est beaucoup des montages financiers. Il faut voir si la casse sociale ne se produira pas. Et là il est dans son rôle d'avertisseur.
Alors, en revanche, sur un autre sujet, le sujet de l'automobile, l'annonce cette semaine par PSA de la construction d'une usine au Maroc, 2 ans après la fermeture d'Aulnay, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit Mais là, j'ai trouvé un qu'il peu était choqué. il était extrêmement cohérent avec le volet immigration dont il a parlé un peu. Et on aura Et l'occasion il dit- d'en parler après. Voilà, et il dit il faut des politiques de coopération sur place dans ces pays qui n'ont pas beaucoup d'emplois, notamment en Afrique, et qui en souffrent. Il n'est pas choqué par Il n'est l'implantation pas de cette choqué, usine. puisqu'il rappelle que l'implantation de PSA au Maroc, ce sera pour produire des voitures à destination de ce continent. Donc c'est bien dans la logique de créer une politique de développement économique sur place, à moyen et long terme, et d'empêcher peut-être des gens de venir chercher un emploi ailleurs, en Europe ou en France. On dit un mot sur le droit du travail, le code du travail et la proposition détonnante de Robert Badinter. Là-dessus, on ne peut pas dire qu'il fasse preuve d'un enthousiasme débordant. Non, il est ni original ni enthousiaste. Et il est même plutôt contre, puisqu'il dit que c'est pas le droit du travail et pas le code du travail qui est riche de milliers d'articles qui empêche l'emploi. Il dit que ce qu'il faut pour retrouver le chemin de l'emploi, c'est l'investissement. Il n'arrête pas de le répéter. Et ce n'est pas les contraintes administratives qu'impose le Code du travail, notamment aux PME, TPE. Donc il est poli avec Robert Badinter parce qu'il ne le critique pas directement, mais effectivement, il n'est pas... Mais d'ailleurs, je vais tendre une perche que je me suis pris dans la figure sur les CDD, en lui rappelant que dans le Code du travail, il y avait 35 pages sur le CDD. Et il a dit, écoutez, justement, 85% des 26 millions d'emplois qui ont été créés dans ce pays, c'est du CDD. Ça prouve bien que les 35 pages du Code du travail concernant le CDD n'empêchent pas d'embaucher en CDD. Alors, on a des inquiétudes sur les retraites. On avait ici même Marisol Touraine la semaine dernière qui nous disait que pour le régime général, les retraites seraient payées. Il nous a répondu d'ailleurs avec humour, Laurent Berger, oui, peut-être qu'elle a raison, mais elle nous a pas parlé du niveau de ces retraites. Autre inquiétude, les retraites complémentaires. Il y a à partir de demain des discussions très importantes parce que ces régimes des retraites complémentaires qui concernent énormément des millions de salariés sont vraiment en risque. J'ai prononcé le mot de faillite. Ça l'a un peu choqué, Laurent Berger, et il nous dit oui, il y a un problème, il y a un sujet, mais c'est peut-être pas aussi grave que ça. Écoutez-le. Il y a une vague qui arrive, c'est pas un tsunami. Alors, vous pouvez dire que c'est un tsunami, mais ça sert à rien de le faire, sinon de paniquer la terre entière. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que le MEDEF est allé très loin dans ses propositions, notamment... On sait qu'il y a un effort à faire, mais on veut que l'effort soit partagé entre les retraités, les salariés et les entreprises. Alors, c'est très intéressant parce que lui, il n'est pas contre des décotes pour les salariés qui partiraient plutôt, qui choisiraient de partir plutôt à la retraite, mais ce qu'il veut absolument, c'est que les entreprises mettent la main à la poche par le biais de cotisations. Oui, alors la décote, si quand même, il est contre ce que dit le MEDEF. Ah oui, le mais MEDEF, il est contre l'ampleur des propositions du MEDEF, mais sur le principe. Voilà, à 63 alors ans, que lui, c'est de la 10%. pension, oui. Pour reculer, c'est-à-dire qu'il y aurait une décote entre l'âge de 62 et l'âge de 67 ans sur les retraites complémentaires. Et il dit une chose quand même très importante, c'est que on voit bien qu'il estime que les autorités françaises de gauche, de droite, n'ont pas pris la mesure du danger des retraites. Et il dit il faut il faut une réforme systémique, il a dit. Et sur les complémentaires, rappelons quand même la proposition que porte la CFDT, c'est d'une unification des deux régimes, Agirc pour les cadres et Arco pour les salariés, et que là, évidemment, à mon avis, en termes de représentativité syndicale, même si c'est un petit bout de lorgnette, ça posera évidemment un énorme problème aux syndicats qui représentent les cadres, la CFTC, parce que même s'il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main le statut des cadres, ça pose sans doute la question d'un redécoupage syndical. Dernier extrait, c'est à propos des migrants. On évoquait la question. Il est très critique sur la manière dont les politiques instrumentalisent, selon lui, ce débat. Et il a été, alors très cash, on peut le dire, avec Nicolas Sarkozy, qui cette semaine avait comparé l'afflux de migrants et la proposition de quotas des Européens, de la Commission européenne. Il avait comparé l'afflux de migrants à une fuite d'eau. Écoutez la condamnation sans appel de Laurent Berger. Oui, je suis choqué à double titre. D'abord parce qu'on parle d'être humain. On ne parle pas de liquide, on parle d'être humain. Donc je suis très choqué. Et puis, deuxièmement, on laisse penser qu'il suffirait de boucher une fuite d'eau, puisque c'est ça dont il s'agit, et puis que la solution serait définitivement réglée. C'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux citoyens, c'est très grave. Éric.
Bon, il a dit ce qu'il pensait de la sortie de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, y compris à droite. Les mots étaient durs contre Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, je veux dire, la métaphore liquide concernant l'immigration, par définition liquide, c'est vrai que c'était un peu quand même un peu lourd. Juste pour terminer, il est en accord avec le pape François sur la question sociale qui est liée à l'écologie. En revanche, on a parlé de cette encyclique toute la semaine, il est en désaccord sur la question de la décroissance. Oui. C'est plutôt, d'ailleurs, c'est pas vraiment une surprise, puisque le pape François va très loin sur ce domaine, et on peut pas dire que Laurent Berger défende et soit sur la même ligne qu'une partie de la gauche française, qui effectivement prône la décroissance. Il est plutôt assez constructiviste, lui, et progressiste. Merci à tous les deux. Le Grand Jury, le débrief, vous retrouvez l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et MyTF1 News. Très bonne soirée, très bonne semaine. Je suis rassuré, on parlait de